C'est un énorme plaisir pour nous de vous retrouver dans l'Afrique en mouvement, l'émission qui propose une synthèse des reportages sur les acteurs et les initiatives qui favorisent l'innovation et la transformation des pays africains. Le point de l'actu ainsi que le best-of constituent les deux points majeurs de ce rendez-vous. Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. C'est au Maroc que nous démarrons avec l'ouverture jeudi dernier des travaux du premier forum africain des administrations pénitentiaires et de réinsertion à Rabat. 36 pays du continent y ont pris part. C'était d'ailleurs l'occasion de renforcer la coopération sud-sud et de confronter les défis de la gestion des établissements pénitentiaires. Ala Benani pour les détails. Exposer l'expérience marocaine dans la gestion des affaires pénitentiaires sur les plans de la sécurité et de la réinsertion, unifier la gestion des défis sécuritaires communs en pays africains et promouvoir la modernisation de la gouvernance pénitentiaire à l'échelle continentale. Ce sont là les trois objectifs majeurs de ce premier forum africain dédié à la gestion des prisons. Lors de leur discussion, les 36 pays africains participants ont pu à tour de rôle présenter leur expérience au sein de l'administration pénitentiaire. Le Forum africain des administrations pénitentiaires et de réinsertion reflète le grand intérêt que porte le Maroc à l'Afrique. C'est l'occasion d'échanger avec les différents pays africains les expériences dans le domaine carcéral. L'expérience marocaine est importante, surtout en ce qui concerne l'humanisation du milieu carcéral et la réinsertion socio-professionnelle. L'expérience marocaine est aussi importante en termes des droits de l'homme, puisque le Maroc est pionnier dans ce domaine. Initié en partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus, l'Agence marocaine de coopération internationale et le groupe OCP, ce forum de 2 jours abordera d'autres axes tels que la présentation des expériences en matière de gestion des détenus extrémistes violents dans les établissements pénitentiaires et de la modernisation de l'administration pénitentiaire et l'efficacité de l'élément humain. Toujours dans le royaume, les travaux de la 8e édition du Forum international du tourisme solidaire se sont poursuivis la semaine dernière à Ouarzazate. Un événement organisé par le Conseil provincial en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. L'événement veut promouvoir le tourisme responsable. Le reportage de Tris Boussiran et Souel Jalil. Résilience climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde. C'est sous ce thème que se sont ouverts à Ouarzazate les travaux de la 8e édition du Forum international du tourisme solidaire, avec plus de 500 représentants des gouvernements nationaux et locaux, médias, associations, experts et professionnels du tourisme venus de 35 pays. L'objectif est unique, la sauvegarde des oasis et le développement d'un tourisme responsable et solidaire. Donc nous sommes ici pour cette 8e édition, donc pour essayer dans un contexte particulier qui est celui de la préservation et du développement des zones oasiennes dans le monde, de voir quelles sont les formes de tourisme les plus adaptées pour permettre et d'une part la survie des oasis qui sont menacées par le réchauffement climatique et d'autre part un développement harmonieux, disons, au bénéfice de leur population. Cette 8e édition représente un plaidoyer pour les oasis et la promotion du tourisme solidaire. Le tourisme est un vecteur primordial pour la sauvegarde de nos oasis, des espaces très riches de par leur écosystème, mais aussi par les compétences qui veillent à leur sauvegarde. Une 8e édition qui vise à promouvoir et développer un modèle touristique sobre, un modèle qui soit à la fois un vecteur de développement local durable et qui contribuera également à la promotion de Ouarzazate et sa région en tant que destination touristique internationale. Un facteur déterminant pour le succès de la mutation engagée par le Maroc en matière de développement. Il s'agit de la réforme du système de financement de l'économie nationale. C'est ce qu'a déclaré le président de la Chambre des conseillers à l'ouverture d'un forum national organisé par la Chambre des représentants sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Hakim Ben Chamak a affirmé que l'innovation financière sera le secret de la réforme du système de financement de l'économie nationale et souligné la nécessité de revoir le cadre juridique des banques et établissements de crédit. De son côté, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a souligné que le système bancaire national a atteint un stade de maturité lui permettant de se placer au cœur de la dynamique de financement du développement. Il a également rappelé que l'économie nationale gagnera à favoriser l'accompagnement bancaire des toutes petites entreprises et des PME.
Revenons à présent sur la prorogation du contrat d'achat et de fourniture d'électricité de la centrale thermique de Jorf Jasfar. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable et Taka Morocco l'ont signé, comme nous l'explique Souel Jalil. Prorogation du contrat d'achat et de fourniture d'électricité produite par les unités 1 à 4 de la centrale thermique de Jorf Lasfar. Signé vendredi par Abdrahim El-Hafidi, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, et Abdelmajid Iraqi Husseini, président du directoire de Taka Morocco. L'opération de prorogation permettra de faire coïncider le terme de ce contrat avec celui des unités 5 à 6, et selon un communiqué du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, l'opération de prorogation permettra aussi de moderniser et de développer la centrale via un investissement global dépassant 500 millions de dollars. Pareillement, elle valorisera l'infrastructure de base de la centrale en évitant des investissements additionnels coûteux, favorisant ainsi une réduction des coûts de production. Par ailleurs, l'opération de prorogation permettra aussi de contribuer à la consolidation des capacités de production mobilisées par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et à la sécurisation de la fourniture de l'énergie électrique dans des conditions favorables en termes de coûts et de qualité de service. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises profite aux PME qui font partie du tissu économique national. Ce programme va améliorer la situation de plusieurs d'entre elles et les encourager à être plus compétitives en rentrant dans la cour des grands. Les détails dans ce récit d'Allah Benani. À Casablanca, à proximité du port, se trouve une petite société privée de transport et de logistique. Il s'agit là d'un modèle de petites entreprises qui observent la situation des marchés pour étendre leur compétitivité, régie par la loi de l'offre et de la demande. L'entreprise, qui a accumulé des années d'expérience dans le domaine des transports, se réjouit des avantages que va pouvoir lui procurer le programme intégré d'appui et de financement des entreprises, présenté ces derniers jours. Nous sommes contents de ce programme. Notre entreprise de transport pourra en profiter, surtout en ce qui concerne les prêts bancaires. Nous demandons par contre au ministère compétent de revoir les critères d'accès à l'emploi, mais surtout d'introduire le gasoil professionnel pour qu'il nous reste un peu plus de marge de côté. Les petites et moyennes entreprises doivent affronter de nombreux défis. Parmi eux, l'absence de soutien et d'accompagnement. Mais ici, nombreux sont ceux qui estiment que ce programme de financement aura un impact positif sur le climat des affaires. Signé depuis 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés, la mise en œuvre de l'accord pour la paix se fait exclusivement entre les hommes. Une insuffisance que le gouvernement malien et ses partenaires de la MINUSMA ont bien voulu corriger en organisant un atelier de haut niveau qui avait pour thème la participation des femmes à la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Bien qu'étant avec les enfants les plus affectés par les conséquences de la crise, les femmes ne sont pas conviées autour de la table du comité de suivi de l'accord de paix pour prendre part aux prises de décision qui les engagent plus que tout autre acteur. Venues de toutes les régions du Mali, elles ont salué cette initiative du gouvernement malien et de ses partenaires qui visent à leur faire participer à la mise en œuvre de l'accord pour la paix. C'est une très bonne initiative. On est très avis, très contente de nous retrouver. On suppose déjà qu'il y a eu la paix, sans signature, sans rien, parce qu'on est en famille. On a vu les femmes de Kidal, que ça fait des années qu'on n'a pas rencontré. On a vu les femmes de Tombouctou, Gao. Meilleure représentation des femmes au sein du comité de suivi de l'accord. Pour suivre la vulgarisation du contenu de l'accord sont entre autres résolutions issues de ces travaux de 48 heures que le gouvernement malien s'est engagé à étudier au plus vite. Toujours au Mali, depuis 5 ans, une nuit est organisée en faveur des entrepreneurs du pays. Un moment d'échange et de partenariat privilégié, c'est aussi le lieu de récompenser les entreprises les plus méritantes. Retrouvons Mohamed Danyoko. Au fil des ans, la cérémonie dédiée aux entreprises maliennes, dénommée la Nuit des entrepreneurs, s'impose dans les agendas des décideurs et entrepreneurs du pays. Il a pour objectif de mettre en valeur le Mali et ses entreprises, surtout les jeunes start-up qui émergent. Sur 400 entreprises nominées, 20 ont reçu des trophées. Le sérieux, être dans le formel et avoir assez d'employés ont été des critères déterminants.
Cette cérémonie, au-delà de la mise en relation des acteurs locaux, se veut un signal fort à l'endroit des investisseurs internationaux à privilégier la destination Mali. Notre objectif et leur objectif, c'est de montrer que le Mali est une destination pour les investisseurs. Si nous, la diaspora, nous venons investir, cela donnera forcément le courage à d'autres investisseurs de venir investir au Mali. Ministre de la réforme de l'administration, Safia Boli estime que ces genres d'initiatives sont à encourager pour le bien de l'entrepreneuriat malien. Nous avons une population très talentueuse avec beaucoup d'ingéniosité et qu'à travers des événements comme celui-là, nous continuons non seulement à créer en eux l'esprit entrepreneurial, mais en créant aussi un écosystème qui est bénéfique pour le pays et pour la création d'emplois et la création de richesses. Un mot de religion dans cette émission. En Côte d'Ivoire, le pèlerinage à la Mecque se prépare dès maintenant. Les autorités compétentes ont organisé une rencontre en présence des membres du gouvernement, des guides religieux et des représentants diplomatiques accrédités dans le pays. C'est un reportage de Mel Berchel et Ferdinand Kouakou. 7000 places étatiques, 3000 places opérateurs privés, soit un total de 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour le pèlerinage à la Mecque. L'annonce a été faite lors de la cérémonie du lancement officiel de l'édition 2020 par le directeur général des cultes et le commissariat du Hajj qui situe quelques enjeux majeurs. L'année passée, on a introduit l'informatisation de tout le système d'inscription. Nous avons fait un grand pas. Cette année, le ministre nous a demandé de renforcer l'informatisation de sorte que, à la longue, d'ici peut-être 1 an, 2 ans, que toute la procédure puisse se faire en ligne. Vu la quintessence du pèlerinage, 5e pilier de l'islam, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, a exhorté tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités et surtout à exercer leurs tâches avec foi. Des gens qui ne connaissent rien, ils n'ont jamais voyagé dans un avion. Les encadrer n'est pas facile. Mais si vous arrivez à le faire, sachez que le salaire ne vient que de Dieu. Le gouvernement ivoirien a saisi l'occasion pour féliciter tous les acteurs qui œuvrent depuis toujours pour la réussite du Hajj en Côte d'Ivoire et a souligné la perspicacité des guides religieux. La Journée mondiale de la culture africaine a également été célébrée en Côte d'Ivoire, un événement pour promouvoir le rôle des arts et des cultures, des vecteurs du développement durable sur le continent. Mel Berchel et Ferdinand Kouakou ont couvert l'événement. Regardez. Après le Togo et la Tunisie, la Côte d'Ivoire a accueilli la 3e édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Un événement qui permet aux passionnés de la culture africaine de se retrouver en communion avec le continent. On avait tendance à oublier les cultures africaines. Mais aujourd'hui, je crois que c'est vraiment, cette cérémonie est bienvenue. Et donc ça va nous permettre de nous rappeler de l'Afrique et c'est bien fait. C'est la culture qui fait toute l'Afrique. Donc nous sommes contents d'être là. Et la culture, sans la culture, l'Afrique n'est pas en marche. L'objectif principal étant de vivre dans la diversité culturelle africaine, près de 1000 participants venus de divers horizons étaient sur les bords de la lagune Éprier. Selon les organisateurs, cette journée permettra également de réhabiliter la culture africaine. Le Marocain Hicham Lakouaï a remporté le marathon international de Marrakech. Distance parcourue, 42 km en 2 h 6 minutes 32 secondes. Dans la catégorie dames, c'est l'Éthiopienne Négérie Awi Alemoun qui a remporté le titre de cette 31e édition en finançant la course à 2 h 27 minutes 56 secondes. On entame la deuxième partie de notre émission avec Africa Tech, le rendez-vous de la technologie sur Medi 1 TV Afrique. Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal, Dakar a accueilli le 25 janvier la première édition du Dakar Startup Award 2020. L'objectif de l'événement est de mettre en compétition une quinzaine de startups issues de différents domaines afin de les soutenir dans leur développement. Reportage de Sirmi Boukaka et Christian Roland Kamouni. Elles étaient une quinzaine à prendre part à ce nouveau rendez-vous visant à promouvoir l'entrepreneuriat sénégalais. Elles, ce sont les startups participantes à la première édition du programme Dakar Startup. La plupart d'entre elles évoluent dans le domaine du numérique et du digital.
Elles proposent des services innovants dans leurs domaines respectifs. Afin de les soutenir dans leur développement, les organisateurs ont mis en place un système de financement à destination des plus méritantes. Souleymane Agne en est l'un des heureux bénéficiaires. Sa start-up évolue dans le domaine de l'agritech. Récemment, on a lancé un réseau, c'est un réseau panafricain de producteurs de fraises. L'idée est de regrouper tous les producteurs de fraises en Afrique et de valoriser le Made in Africa. Donc, présentement, en fait, là, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on s'est rendu compte, via ce réseau, on n'arrive pas à manager à distance tous les producteurs africains. Donc, on a créé une plateforme web. Via cette plateforme, chaque agriculteur peut créer son propre compte. En créant son compte, l'agriculteur peut donner toutes ces informations, c'est-à-dire son type de sol, l'eau, l'environnement. Et nous, à distance, on pourra vraiment digitaliser ça et dire à l'agriculteur à quel moment traiter, à quel moment fertiliser, à quel moment arroser. Et même aussi suivre les récoltes derrière. C'est une enveloppe de 5 millions de francs CFA qui a été remise aux différents lauréats de ce programme soutenu par le Fonds de développement du service universel des télécommunications. Responsable informatique et technologie dans une start-up spécialisée, Samba Mbeng, lui, salue l'initiative et loue l'importance des mesures d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. La compétence et les ressources humaines sont là, mais les efforts restent beaucoup à faire parce qu'on est en retard par rapport au développement et à la digitalisation des technologies. Mais les compétences et les ressources humaines sont déjà là. Mais c'est le gouvernement qui doit nous appuyer, ainsi que les autres activités du secteur formel qui doivent nous appuyer et le digitaliser afin de pouvoir attraper les pays européens et nord-américains sur leur niveau de développement technologique. Entrepreneur digital et lauréate d'un concours d'Open Innovation, Fatou Kiné Diop, elle, est venue présenter sa plateforme qui révolutionne les fameuses tontines à l'africaine. Ce sont des tontines en ligne, mais en matériel. En général, au Sénégal ou en Afrique, on cotise de l'argent et on te donne de l'argent. Mais là, on veut faciliter l'accès au matériel, aux populations non bancarisées, aux ménages sénégalais et aux auto-entrepreneurs. Quant à ces jeunes développeurs de solutions technologiques dans le domaine agronomique, leur nouveau projet porte sur la création d'une identité numérique pour tous les agriculteurs. Et quand je parle d'identité numérique, donc c'est développer tout ce qui est plateforme, outils technologiques, donc basés sur l'agriculture intelligente, pour enfin au finish développer ce qu'on appelle des services de production, des services liés à la finance, mais aussi des services liés au marché. Selon le dernier classement annuel des 100 startups africaines innovantes, dans lesquelles Investir publié par myafricanstartup.com et la Banque africaine de développement, celle d'Afrique de l'Ouest, suscite un réel engouement suivi de près par leurs sœurs d'Afrique de l'Est. Le centre de protection des tortues du Sénégal se trouve dans la réserve spéciale botanique de Noflaye, sur la route du lac Rose, à 35 km à l'est de Dakar. Elle a une superficie de 16 hectares et a été classée réserve naturelle bien avant l'indépendance du Sénégal sur proposition de Théodore Monod, un scientifique naturaliste, biologiste et explorateur français. Un reportage de Daouda Sow et Oumba Youndir. Le centre de protection des tortues. C'est aussi la partie réservée aux bébés tortues. L'endroit appelé nurserie abrite les nouveau-nés pour les préserver des reptiles, oiseaux et autres prédateurs. Celle-là, c'est les naissances de cette année-ci. Donc, elles naissent avec 45 grammes, grand maximum 35 grammes. Et donc, comme ça, ils sont protégés ici, ils sont nourris, ils sont suivis. Donc, jusqu'à qu'elles grandissent, quoi. Donc là, on a de l'année passée, hein, donc c'est pourquoi elles sont plus... Tu vois, ça c'est de l'année passée. Donc on a ici. Après là aussi, tu vois. Donc tout cela c'est de l'année passée, il se cache. Donc vous voyez. Le village ne protège pas que des tortues. En effet, sur les 16 hectares que compte le site, seuls les 4 sont occupés par ces espèces. Les 12 hectares restants comportent des plantes. Il s'agit d'un grand jardin botanique. Cet espace abrite d'ailleurs la plus grande réserve naturelle de plantes médicinales locales à Dakar. On l'appelle le Grevea bicolore, le nom scientifique, mais en nom wolof on l'appelle le kel. C'est celle-là qu'on utilise quand on est trop fatigué. On utilise l'écorce, ça fait comme des petits roulets de bracelets et on peut tremper dans de l'eau
Donc c'est un antirémettant naturel pour les courbatures et les douleurs musculaires. Chaque plante médicinale a été étudiée pour une meilleure information des visiteurs. C'est très joli, hein? Ça c'est des fleurs, voilà. Terminons avec la mode. Paris Fashion Week, ce rendez-vous important de la mode, s'est tenu dans la capitale française. Une occasion pour le styliste camerounais Iman Aïssi de mettre en valeur ses différentes créations. Le récit de Noa Bazir. De longues robes ornées de fleurs découpées dans de l'obum ou encore des capes faites à partir de tissus artisanaux. Le défilé d'Iman Aïssi ne finit pas de surprendre ses invités. Le créateur d'origine camerounaise vient tout juste de faire une percée historique dans le club élitiste de la haute couture. Il est le premier créateur d'Afrique subsaharienne à défiler à la semaine de la haute couture de Paris. Ancien danseur pour le ballet national du Cameroun, il a aussi défilé pour Dior, Lanvin ou encore Yves Saint Laurent. J'ai commencé à dessiner très tôt. Je faisais des petits dessins au sol, tout ça. Et après ça, j'ai commencé à piquer un peu les vêtements de maman que j'ai découpés. J'avais eu des punitions pour ça. Mais beaucoup plus tard, quand elle avait vu qu'il y avait quelque chose, elle a fini par me confier ces vêtements pour donner une seconde vie. Entièrement autodidacte, le styliste a fait des étoffes artisanales et traditionnelles africaines la signature de ses collections. Son rêve est d'offrir une visibilité internationale à la richesse du patrimoine textile du continent africain. Ça fait plus de 28 ans que je me bats. J'ai sacrifié ma vie à ce que je fais. Et le temps est arrivé que quelque chose est tombé sur moi, que la Fédération de la haute couture française me donne une place, m'ouvre la porte. Le styliste camerounais a fait découvrir des savoir-faire africains peu connus tels que les kente, tissage traditionnel de l'ethnie Akan, ou encore de l'obum, une peau végétale produite à partir d'écorces d'arbres. Une autre de ces techniques consiste à transformer du raffia, une matière sauvage, en pièces couture. C'est d'abord les Africains eux-mêmes qui doivent faire ce qu'il faut faire, je pense. Donc à mon niveau, j'essaie de faire comme je peux, donc montrer les vraies choses, les vrais tissus africains, raconter des histoires, faire des recherches et ceci, cela. Et je crois que c'est important. Moi, je me rééduque. On essaie aussi de rééduquer les autres, faire découvrir des choses qui sont peut-être moins connues aux yeux du monde. Pour son entrée dans le prestigieux calendrier de la haute couture parisienne, ce défilé est une véritable consécration pour cet artiste pluriel qui sublime dans son travail la richesse de l'artisanat africain. À la fin de son défilé, Iman Aïssi est ému. Il pleure devant un public qui l'applaudit chaleureusement et qui se dit prêt à accueillir l'Afrique dans le monde de la haute couture. C'est la fin de l'Afrique en mouvement. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur les antennes de Medi 1 TV Afrique. À très bientôt.